Depuis 2019, la loi sur la filiation a évolué en Côte d'Ivoire. Les enfants issus de relations hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes et le père n'a plus besoin du consentement de son épouse pour reconnaître un enfant adultérin. Alors c'est une réforme qui a fait beaucoup jaser à l'époque, à tort ou à raison. Et on va en parler justement dans le détail aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Enfant adultérin, quel droit? C'est le sujet du jour. Surtout restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur NCI. Bonjour mademoiselle, madame. Coucou, ça va? On est un petit peu toutes seules. Bah ouais, on est toutes les deux aujourd'hui. Mais écoute, c'est pas grave. Ouais. Hein, bon, les filles nous manquent. Les absentes auront tort. Exactement. Ça va toi Aurélie? Écoute, ça va. Ça va. Forme. Très bien. Le sujet du jour, il t'inspire? Enfants adultérins, les droits vis-à-vis des enfants légitimes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Écoute, c'est un problème de société. Hein. On va dire que surtout en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, il y a malheureusement beaucoup d'enfants adultérins. On en connaît toujours, enfin plus ou moins, de près ou de loin. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez délicat. Quand tu imagines, tu te maries avec un homme, vous faites des enfants ensemble, et puis un beau matin, le monsieur vient te sortir qu'il a fait un enfant dehors. À la base même, c'est vraiment quelque chose d'assez choquant. Mais c'est vrai que c'est assez répandu, quoi. C'est très répandu, c'est tout à fait... Et c'est à la limite même devenu naturel, au point où maintenant, justement, la loi était obligée de se pencher sur la question des enfants non reconnus, même pour une question d'héritage, etc. Mais c'est... Je veux dire, dans les faits, là, mais nos hommes, là, ils ont quel problème? Moi, je ne peux pas te répondre. Non, mais justement, c'est quoi le problème? Alors après, est-ce que il y a plus d'enfants adultérins dans nos sociétés qu'ailleurs? Je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres, personnellement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une telle normalisation de la chose qu'effectivement, ça arrive très souvent. Mais sur la question du droit et des droits des enfants adultérins, je pense qu'il fallait quand même faire quelque chose. Parce que ces enfants-là n'ont pas forcément demandé quoi que ce soit, ils n'ont pas demandé à exister, à naître. Donc, avoir un cadre légal pour qu'ils aient aussi des droits, c'est important. Après, je pense qu'il faudrait qu'on étudie dans quelle mesure est-ce que ça affecte aussi la famille. Bien sûr, c'est bien de reconnaître. Je pense que cet enfant, comme tu l'as dit, il n'a pas demandé à naître. Mais en grandissant, je pense qu'il va très bien se rendre compte qu'il y a un problème quelque part. Il va se rendre compte que le papa, il ne vit pas avec forcément... Il va voir que le papa vit avec une autre famille. Et il sera plus ou moins, je pense, lésé. Donc il y a aussi des conséquences psychologiques sur ça et que justement les personnes, les pères adultérins, les pères qui commettent l'adultère ne se rendent pas compte en fait des conséquences derrière. Donc il faut vraiment trouver une solution pour vraiment faire comprendre que si tu aimes une femme, tu décides de vivre avec elle, si tu veux comme dit Kadi avec son accent ivoirien là, si tu veux va me tromper, mais ne fais pas d'enfant dehors quoi. Après je pense que ça veut dire vraiment repartir à la source du problème. C'est exactement ça. C'est pas facile. Ouais. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on parle quand même des droits des enfants adultérins. Oui. Alors, on a justement porté la question sur la place publique, comme d'habitude. Pensez-vous que les enfants adultérins doivent avoir les mêmes droits que les enfants légitimes? On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. La loi ne reconnaît pas l'enfant qui est obtenu hors du mariage. Parce que, tout simplement, s'ils veulent obtenir les mêmes droits que les enfants d'égaux, ils seront obligés de faire des démarches telles que par les médecins, tout tantôt. Et le père aussi doit reconnaître qu'il est le propriétaire de l'enfant. Oui, je pense qu'ils ont le même droit parce qu'ils sont tous les enfants du même père. Peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes droits sur le papier. Parce que je ne fais pas le droit, ils n'ont pas les mêmes droits sur le papier. Mais je pense qu'ils ont le même droit vu qu'ils viennent du même père. Ils doivent avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités, vu qu'ils sont enfants du même père. Les enfants en mariage ont le même droit que les enfants légaux. Bon, parce que quand le père décède, pour qu'on puisse faire les papiers du père, ils ont besoin des signatures
des enfants en mariage. J'ai pas l'impression que... En fait, je pense que personne ne maîtrise vraiment la sujet. question. Tout à fait. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que les choses ont un peu évolué. Je le disais tout à l'heure en introduction, hein, en 2019, la réforme sur la loi de la filiation est passée. Et donc le droit a évolué par rapport à la question des enfants adultérins qui avant cela, n'était pas du tout pris en compte. Pas du tout pris en compte. Et je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes soient au courant de l'évolution du droit par rapport à ça. C'est ça, exactement. C'est bien, justement, on a une juriste qui va nous en parler aujourd'hui dans le détail. Donc, je vais l'accueillir tout de suite en plateau. D'accord. Et on va discuter du sujet dans le détail avec notre invité du jour, donc Maître Mawa Kone, qui est donc avocate et membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Notaire. Autant pour moi. Je ne vais pas usurper un titre. Une fonction. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Maître Kone. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, on essaie. Merci d'être avec nous. Merci. Alors aujourd'hui, on parle effectivement d'un sujet qui, on peut le dire, fâche un petit peu. Hein. C'est la question des enfants adultérins. Et qui est pourtant une réalité, pas qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs, dans beaucoup de pays à travers le monde. On sait que la loi a évolué sur la question et la reconnaissance même des droits des enfants adultérins. Et qu'est-ce qui a changé exactement pour qu'on comprenne bien, pour le public qui n'est pas forcément au fait de cette législation, qu'est-ce qui a changé en 2019 avec la réforme? Merci pour la question. Je crois qu'il va falloir déjà faire un tour d'horizon pour bien circonscrire le problème. Quand on parle des droits des enfants adultérins, il faut déjà parler du droit en général. Voilà, tous les enfants sont égaux devant la loi. Ça fait partie des déclarations universelles des droits de l'homme, la Convention des enfants et de tous les instruments internationaux qui sont intervenus en matière de droits sociaux, droits politiques, droits économiques, etc. Dans tous ces documents, il est dit que tous les enfants sont égaux, ont les mêmes droits devant la loi. Donc ça veut dire quoi? Droit à la vie, droit à être nourri, droit à être entretenu, droit à porter le nom de son papa, droit à succéder, etc. Donc tous les enfants ont normalement les mêmes droits. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque nous avions adopté la loi du 17 octobre 1964 sur la filiation, il a été dit pour les enfants adultérins que pour être reconnue, l'épouse qui est légalement mariée au foyer doit donner son consentement à la reconnaissance par le père de cet enfant-là dans un acte authentique, c'est-à-dire soit un acte fait devant le notaire ou devant le tribunal. D'accord. Et avant de continuer, il est important de clarifier la catégorisation des enfants. Généralement, on parle d'enfants légitimes pour indexer les enfants qui sont nés dans le mariage. Le mariage s'entendant de mariage civil, c'est-à-dire celui-là même qui a été célébré devant l'officier de l'État civil. Par rapport aux mariages traditionnels qui sont des mariages, ils sont très importants aux yeux de la société et tout, mais la loi dit que seul le mariage célébré devant l'officier de l'État civil confère des effets de droit. Donc c'est de ce mariage-là qu'on parle. Donc les enfants qui sont nés d'un tel mariage sont appelés enfants légitimes. Il y a les enfants naturels, c'est-à-dire des enfants qui sont nés avant que les deux conjoints ne se marient. Ceux-là sont des enfants naturels. La première catégorie et la deuxième catégorie ont des droits dans la succession de leur auteur, notamment du père. Les enfants adultérins sont ceux-là qui sont nés des relations adultérines de leurs parents, c'est-à-dire les relations extra-conjugales. Pour dire que l'adultère, c'est le fait pour une personne qui est dans des liens de mariage d'avoir entretenu des relations extra-conjugales avec une autre personne, autre que la personne avec laquelle elle est mariée et à laquelle elle a déclaré fidélité, partage. Et l'adultère, jusqu'à une certaine période, et même jusqu'à aujourd'hui, l'article 391 du Code pénal punit l'adultère. C'est un délit. Donc celui qui commet l'adultère peut être emprisonné par une peine de prison de 2 mois à 1 an. La femme comme l'homme.
que l'adultère ait été commis au domicile conjugal pour le mari ou à l'extérieur. C'est pareil pour la femme. Si on la prend sur un fait d'adultère, elle peut être punie. Donc, il me semble qu'on a voulu, par la sanction que subissent les auteurs de l'adultère, sanctionner également les enfants. Parce que les enfants, en fait, ils subissent les conséquences des actes délicieux, des comportements anormaux de leurs parents. Et pour cette raison-là, puisque les parents sont punis, on dit, mais si un enfant issu d'une relation adultérine, il ne peut pas avoir les mêmes droits. Mais quand on dit droit, en réalité, il a les droits que je viens de citer. Mais c'est eu égard même à la participation, à la succession du père. Parce que c'est là où se situe le problème. C'est ça, c'est la succession surtout. J'imagine que le sujet a fait beaucoup débats au niveau de l'Assemblée nationale, mais pourquoi est-ce que ça a été justement difficile de faire adopter ce texte, à votre avis? Écoutez, je ne sais pas si ça a été difficile pour le dernier test ou bien oui, de 2019. Oui, la légitimisation de l'enfant adultérin. Bon, là, il faut déjà que je fasse, comment on appelle ça, évoluer la chose. C'est-à-dire que de 64 jusqu'à date récente, c'était la reconnaissance par déclaration de la femme dans un acte authentique. Et c'était difficile. Parce que vous voyez que, bon, c'est pas facile pour une dame qui est au foyer et de venir reconnaître dans un acte authentique. D'ailleurs, la plupart du temps, les hommes ne s'adressaient pas à leurs femmes. Tout à fait. Voilà, ils allaient faire la reconnaissance et c'est au bout de plusieurs palabres qu'on va demander à la dame d'aller faire la reconnaissance et ça se passait mal. Ouais. Bon, donc, il est évident que la loi, on a pensé à faire évoluer la situation parce que, comme vous le dites tout à l'heure, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on se retrouve avec en présence des enfants nés dans le mariage et des enfants nés hors mariage. Et notamment lorsque des successions sont ouvertes. Alors, dans ces conditions, il est très difficile, lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par les règles de l'art, dans les règles de l'art, par son père, que la veuve qui se retrouve en face de cet enfant adultérin refuse ou exerce une action en contestation voilà, de paternité. Et donc, ça crée vraiment d'énormes difficultés, d'énormes problèmes. Et je crois que, vraiment, sur une centaine de familles, vous trouverez peut-être 80% de familles qui sont confrontées à ces problèmes-là. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, face à ces déséquilibres-là, à cette injustice, le législateur ivoirien a voulu faire évoluer la situation des enfants légitimes. Seulement que, aujourd'hui, en voulant faire évoluer la situation des enfants, le texte, l'article 22 nouveau de la loi de 2019, 26 juin 2019, a décidé que, désormais, lorsque le mari a des enfants légitimes à l'extérieur, pour faire reconnaître cet enfant, il n'a plus besoin d'avoir le consentement express de son épouse, comme c'était le cas. Exprimé dans un acte authentique, comme c'est par le passé. Il fait une simple information. Et l'information doit être donnée à la conjointe dans un acte délivré par un commissaire de justice. Ce qu'on appelait précédemment les huissiers de justice, qui sont maintenant devenus les commissaires de justice. Donc, il lui suffit de faire une déclaration, d'informer sa femme dans cet acte-là. Et lorsque la femme a été informée, dans l'acte de reconnaissance, on doit mentionner qu'effectivement, la dame a été informée par acte délivré par le commissaire de justice. Alors, en termes d'information, est-ce qu'on a besoin J'aimerais avoir plus de détails. Est-ce que l'information pour la reconnaissance doit intervenir à un moment en particulier? Est-ce que c'est... disons que le père veut reconnaître l'enfant dès le moment où il apprend la grossesse. Est-ce qu'il doit informer son épouse légitime dès le départ? Est-ce qu'il y a un délai ou pas pour informer? Je ne crois pas qu'il y ait de délai. Parce que le plus important, c'est de donner l'information à la femme, comme quoi j'ai un enfant que je n'ai pas conçu avec toi. C'est un enfant qui est qualifié d'adultérin parce que conçu
Non, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si jamais vous me mettez vraiment... Disons que je suis une femme mariée et que mon mari a effectivement une relation extra-conjugale et qui m'en informe le jour même où l'enfant arrive dans la maison, est-ce que c'est légal? Est-ce que ça se passe... Non, il ne peut pas faire... Ou est-ce qu'il faut la présence d'un commissaire le jour où il donne l'information à madame? Est-ce qu'il y a quand même des conditions pour que je ne sois pas vraiment... que ma vie ne change pas du jour au lendemain, par exemple? Je ne crois pas que la loi ait donné un délai pour se faire. Hein. Il peut vous informer le même jour avec l'acte du commissaire de justice qui vient vous dire, bon, madame, écoutez, voilà, votre mari tient à vous informer qu'il a un enfant, voilà, qu'il a conçu avec telle personne et qu'il il vous informe tout simplement que l'enfant existe, l'enfant va venir. Du moment qu'il soit présent, c'est ça. Il faut que le commissaire soit là. Voilà, du moment que vous avez reçu l'acte du commissaire, vous ne pourrez plus dire, voilà, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas été informé. Mais ça, c'est la présence physique. Parce qu'il y a deux éléments dans cette affaire-là. C'est la présence physique de l'enfant. Parce que vous parlez de est-ce qu'il amène l'enfant en même temps. Mais juridiquement, la reconnaissance, c'est le fait pour le père de donner son nom à l'enfant. Donc, quand il va aller faire la déclaration de naissance de l'enfant ou même reconnaître l'enfant comme étant le sien devant l'officier de l'état civil, il doit mentionner dans cet acte-là que lui, il a donné l'information à sa femme. Donc, cette reconnaissance-là se fait dans les règles de l'art. C'est une reconnaissance qui est valable. Oui. Une fois qu'il a fait cette reconnaissance, l'enfant porte le nom de son père. Vous, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Que l'enfant vous soit présenté le même jour ou après. Le plus important, c'est la reconnaissance formelle. Et après, en termes de succession et d'héritage, qu'est-ce qui a changé aussi pour l'enfant issu d'un mariage extra-conjugal? En termes de répartition des richesses, l'enfant a-t-il l'argent donc, issu donc, de cette répartition? Est-ce qu'il reçoit aussi la même part, la part égale des enfants légitimes ou est-ce qu'il a une part différente? Et qu'en est-il aussi de la mère issue de l'enfant, enfin, la mère qui a fait cet enfant, qui est l'auteur de cet enfant aussi. Bon, là, il faut distinguer les cas. En fait, lorsque un enfant a été, que ce soit sous l'ancienne loi ou la nouvelle loi, lorsqu'un enfant a été reconnu, un enfant adultéré a été reconnu, c'est-à-dire, si on se place sous l'ancienne loi, l'enfant a été, la femme a donné son consentement à la reconnaissance par le père de l'enfant adultéré. Lorsque c'est le cas, c'était le cas, l'enfant il avait les mêmes droits, puisqu'il a été reconnu. D'accord. Voilà, il a les mêmes droits que l'enfant légitime conçu dans le foyer. Donc la succession, c'est la même. Donc aujourd'hui, la reconnaissance, c'est-à-dire du père de l'enfant adultéré, qui va se traduire pour lui par l'information de sa femme au foyer, une fois que l'enfant est reconnu et qu'il a été déclaré comme étant le père de l'enfant a les mêmes droits que les enfants qui sont au foyer. Ça veut dire quoi? Qui sont les enfants légitimes? Ça veut dire quoi? En termes de partage de succession, lorsqu'une personne décède, si la personne, je prends le cas d'un couple, si le monsieur était marié sur un régime de communauté, il faut savoir que la moitié des biens acquis, quand on fait la soustraction de tout ce qui est charges et dettes, la moitié du bonus, on appelle ça le bonus de communauté, revient au conjoint survivant. Conjoint survivant, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. La femme, tout à fait. Et l'autre moitié, normalement, dans l'ancienne loi, la femme n'héritait pas comme ça parce qu'elle elle venait après plusieurs degrés. Aujourd'hui, la femme, en plus de sa moitié de communauté, elle a droit au quart des biens dépendants de la succession. D'accord. Voilà. C'est très important à savoir. Elle aura droit, en plus de sa moitié, elle aura droit au quart des biens dépendant de la succession de son époux. Maintenant, les 3 quarts qui restent, en réalité, si on était sous l'empire de l'ancienne loi, les enfants légitimes auraient eu la totalité en indivision. Et si chacun voulait prendre sa part, on divisait entre eux, par part égale. Aujourd'hui, l'enfant adultérin qui aurait été reconnu, comme je viens de le dire, une fois que la veuve on a distrait la quote-part de la veuve, les 3 quarts qui restent sont partagés entre les enfants légitimes du foyer et cet enfant adultérin qui vient s'ajouter à eux parce qu'il a été reconnu. De toute façon, à partir du moment où on est reconnu, on devient enfant légitime. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question plus complexe encore. D'accord. Dans le cas où le monsieur est décédé... pardon. Allez-y, c'est vrai. La femme qui a eu les relations extra-conjugales
qui a commis l'adultère avec le père de l'enfant, elle n'a aucun droit dans la famille. Donc, on ne peut même pas parler d'héritage ou bien de partage de quoi que ce soit avec elle. Parce qu'elle-même a commis une faute. On peut même la poursuivre. Parce qu'on a dit, celui qui commet l'adultère, y compris son complice. Donc, on peut même la poursuivre pour la mettre en prison. D'accord. Voilà. Alors attends, Aurélie, je vais te donner l'opportunité de poser ta question, mais on va devoir partir en coupure pub dans quelques instants. On va se retrouver juste après cette page pub, justement. À tout de suite. Ne bougez pas. Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On parle de droit des enfants et du droit des enfants adultérins en particulier avec notre invité du jour. J'ai nommé Maître Mawa Koné qui est donc notaire et membre de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Ça va toujours ? Oui, ça va, merci. Alors, juste avant de partir en pub, Aurélie allait poser une question très complexe. Oui, c'est une question, comme je disais, un peu plus complexe. Ce que je voulais demander, c'est si... Par exemple, le monsieur a fait un enfant, je dirais de manière très simple, dehors, et qu'il n'a pas informé sa femme. Il a reconnu l'enfant, il n'a pas informé sa femme par commissaire de justice, donc par voie d'huissier, et qu'il décède. Qu'est-ce qu'il en est ? Reconnu, tu veux dire il a une relation avec son enfant ? Oui, non, il a reconnu l'enfant existe bien, mais il a toujours caché à sa femme que cet enfant existait. Et il n'a pas informé. Il n'a pas informé. Il faut comprendre, quand elle dit reconnaître, en fait, la reconnaissance, c'est quoi ? Je l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas bien compris. D'accord. C'est le fait d'aller faire la déclaration. C'est ça. Oui. Comme quoi, je suis le père d'un tel. Donc, l'enfant va porter mon nom. Oui. Et pour que cette déclaration soit valable, il faut informer l'épouse. Parce que ce n'est pas un enfant qui a été conçu dans le foyer. D'accord. C'est un enfant qui est né des relations extra-conjugales. Donc, il ne peut pas aller derrière reconnaître l'enfant à la mairie avec sa il faut qu'il y ait le document qui prouve l'information. Il faut qu'il prouve. Il doit avoir... en fait, l'information précède la reconnaissance. D'accord, voilà, c'est très clair. Précède, parce qu'il faut informer la conjointe comme quoi j'ai un enfant adultéré. Voilà. Je veux le reconnaître. Je t'informe. Avant, on demandait le consentement express, qui devrait être fait dans un acte notarié ou par le greffe. C'est très clair maintenant. Maintenant, c'est l'information. Mais une fois qu'elle est informée, lui va faire la reconnaissance maintenant. Mais alors du coup, peut-être pour modifier un petit peu ta question, si jamais donc le père n'a pas reconnu l'enfant parce qu'il n'a pas obtenu l'information, il n'a pas donné l'information, mais qu'il a introduit une relation avec cet enfant adultérin, disons que la procédure, il allait l'entamer, peut-être qu'il traînait un petit peu des pieds, et son fils le connaît, il connaît son fils ou sa fille, ou qu'importe, et après il vient à décéder. Est-ce y a-t-il un recours possible ? Est-ce que cet enfant peut en tout cas avoir... Ça va plus loin même que ce que vous dites. Quand vous dites qu'il a des relations avec son père, il y a un nombre de cas dans lesquels le monsieur a donné son nom à l'enfant. Oui, ça existe. L'extrait de naissance porte le nom du père. C'est ça que je veux dire. N'a pas donné son consentement en nous plaçant sous l'ancienne loi et en se plaçant sous la nouvelle loi, elle n'a pas été informée. C'est ça que je veux dire. C'est cette question-là, oui. Dans cette condition-là, la reconnaissance n'a pas été faite dans les règles de l'art. Du coup, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Et l'enfant ne peut pas, s'il est majeur... Et la maman, la femme qui est au foyer, peut introduire une action en contestation de paternité. Elle va faire une revendication pour dire que cet enfant-là, je ne reconnais pas comme étant l'enfant de mon mari. Et même sous l'ancienne loi, et ça, les gens ne le savaient pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes, parce que la femme qui est au foyer, qui n'a pas donné son consentement, en se plaçant sous la loi de 67 jusqu'à maintenant, elle n'a pas donné son consentement dans un acte notarié, mais elle sait que l'enfant existe, elle peut introduire une action en contestation. D'accord. Oui, il faut porter plainte pour dire je ne suis pas d'accord, voilà. Parce que ce qui se passe, vous ne portez pas plainte, mais lorsque le mari décède, tous ses enfants surgissent. C'est ça. Ils ne sont pas légalement reconnus. Tout à fait. Et vous vous retrouvez avec un parterre de jeunes gens ou de jeunes filles qui viennent vous envahir, qui pourrissent votre vie. Mais c'est maintenant que vous allez commencer l'action en revendication, en annulation de la filiation de ces enfants-là. Et ça prend du temps. Et pendant ce temps, la succession traîne et il y a des biens qui pourrissent et tout.
Parce qu'ils ont le droit quand même. Mais au-delà de ça, Maître Parce que Koné... ces enfants aussi, ils se croient dans leurs droits. Oui, bien C'est sûr. normal. Comme vous l'avez dit, le père entretenait des relations avec eux et tout. Il y a cette fibre familiale qui se crée entre eux. Et quelquefois même, les frères et sœurs se connaissent. Oui, tout à fait. Ils vivent ensemble Bien sûr. par moment. Ils ont des relations entre frères et sœurs. Mais le hic, c'est que que le du père point de n'a vue pas- légal, du point de vue textuel, la reconnaissance ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Maintenant, revenons à donc la reconnaissance qui se fait dans les règles de l'art. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que donc c'est assez facile, à partir du moment où un père le souhaite, de reconnaître son enfant né hors mariage ou d'une relation extra-conjugale. C'est assez simple, il suffit d'informer la femme, elle n'a plus besoin de son consentement. Quel est l'impact d'une telle évolution de la loi dans la société? Est-ce que ça veut dire que finalement on se retrouve comment dire, que tout ça se fait au détriment maintenant de la famille légitime qui, elle, en pâtit? Parce que la femme qui finalement est légitime, elle peut se retrouver à devoir accepter 4, 5, 6 enfants adultérins reconnus. Ben, écoutez, ça, effectivement, c'est la problématique qui se pose à tout le monde aujourd'hui. Hein. Je sais pas. En fait, je crois que depuis le départ, nous n'avons pas su choisir ce qu'il nous fallait. C'est comme ça que je conçois la chose. On s'est dit, on va protéger en 1964, lorsque la loi, le législateur était en train de promulguer la loi du 7 octobre, Ouais. on s'est dit, on va protéger la cellule familiale. La cellule familiale, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants. Et ça se concevait aussi dans un régime monogamique tel que le nôtre, parce qu'on a dit un homme, une femme. C'est ça. Donc nous sommes dans ce système-là. Et dans ce système-là, on s'est dit, bon, il faut protéger la famille. En voulant protéger la famille, on a pondu des lois qui ont créé, D'autres problèmes. oui, qui ont créé d'autres problèmes. Parce que la loi a porté en elle-même les germes du malentendu. Parce que les enfants légitimes sont ceux qui héritent de leur père. Parce que tout le problème, je suis conscient, parce que c'est un peu votre question. Oui, Sinon, oui. les droits, tout le monde a les mêmes droits. Hein. Mais le vrai problème, c'est de prendre part à la succession de son auteur. C'est ça. Donc, les enfants légitimes, ils héritent. Les enfants naturels qui ont été conçus avant le mariage, ils n'ont rien créé, ils n'ont créé aucun problème. Puisque les deux auteurs n'étaient pas mariés, ils étaient libres, comme des singletons. Donc, ils n'ont pas créé de problème. Donc, tout va bien. Ceux-là, ils héritent. En l'occurrence, ceux issus des relations adultérines payent pour les fautes de leurs parents. Exactement. Donc ceux-là, ils n'héritent pas. Il faut des mesures de reconnaissance formelle, etc. Bon, aujourd'hui, pendant ces temps, on a vécu des drames dans les sociétés, dans les familles. Je crois que la plupart de nos familles vivent ça, franchement. Et aujourd'hui, on dit qu'on veut rétablir l'équilibre, corriger l'injustice. Mais on vient encore créer une autre Nouvelle injustice. injustice. Parce que si vous informez juste uniquement la femme, vous venez, bon, écoutez, moi, bon, il y a eu des enfants à tel endroit, je t'informe que je vais les reconnaître. Elle n'a même pas le choix de refuser. Elle est au courant de l'information. Peut-être formuler une action en divorce. Parce que l'adultère reste encore une cause de demande de divorce. Hein. Bien sûr. Bon, maintenant, si les enfants sont reconnus, parce que la dame a été informée, le monsieur est allé faire la reconnaissance dans les règles de l'art, ces enfants-là sont des enfants de la famille. Mais en effet, votre question a un sens parce que est-ce que c'est pour autant que l'équilibre familial est restauré? Oui. Parce qu'on arrange quelque part, mais de notre côté, On gâte un peu. il y a des frustrations. Et là, je vous parle en tant que médiatrice. Parce que les problèmes familiaux dégagent beaucoup d'émotions et beaucoup de frustrations. Les enfants qui sont dans le foyer vont recevoir, comme si on leur imposait, les frais qui viennent de l'extérieur. La veuve, la femme qui est au foyer, elle, on lui impose les enfants. Si c'est des enfants qui ont un certain âge encore, ils vont même commencer à faire la parole de leur maman qui est dehors. C'est absolument ça. Et comme vous avez dit, moi, j'insiste quand même pour revenir sur ce sujet, parce que vous êtes médiatrice. Oui. Et tout à l'heure, on parlait justement de ces personnes qui n'ont pas été reconnues, des frères qui sont peut-être même souvent amis, qui sont très, très proches et qui ne sont pas reconnus. Et lorsque le monsieur décède, ça crée des palabres, ça crée même des blocages dans des successions, etc. Vous, en tant que médiatrice, comment vous réussissez à faire un petit peu la part des choses entre cette loi qui vient d'être mise en place, et la réalité des faits, en fait, où vous devez juste intervenir et trouver un juste milieu pour que, en tant que médiatrice, la famille puisse bénéficier, en tout cas, et même les enfants aussi adultérins puissent bénéficier d'une part d'héritage au niveau de... Écoutez, si je devrais intervenir en tant que médiatrice, je dirais d'abord que
la reconnaissance qui passe par l'information de la femme avant d'aller faire la déclaration, c'est une question de procédure. C'est la loi. Mais à mon avis, dans un couple, c'est vraiment la communication. Que ce soit entre les deux conjoints, que ce soit entre les conjoints et leurs enfants, il faut beaucoup communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est la communication non violente. Tout peut se négocier. Je crois que pour pouvoir faire ce genre de reconnaissance et pour que l'impact ne soit pas aussi négatif que ça doit apparaître, il faudrait s'asseoir avec son conjoint, essayer de planifier cette reconnaissance-là, expliquer, amadouer. Parce que c'est de plein fouet que la dame qui est au foyer va recevoir l'information. Bien sûr. Mais si elle n'est pas préparée à l'avance, ça risque de faire un boom. Et l'intérêt de la médiation, c'est de permettre aux personnes qui ont des litiges ou des différends de s'asseoir autour de la même table, de discuter, de se dire les choses, permettre à celui qui parle de vider ses ressentiments et permettre à l'autre qui est à côté d'écouter et de voir où se situe le problème et de permettre au finish aux parties de renouer le dialogue et puis faire en sorte que les relations soient maintenues ou que les relations qui étaient rompues soient réétablies. Donc je crois que la médiation a tout sa place dans ce contexte-là. Parce que on a eu trop de palabres dans les familles. La nouvelle loi, je sais que ça va rétablir l'équilibre quelque part au niveau de ces enfants qui étaient frustrés, mais en même temps, au niveau même de la cellule familiale intrinsèque, il y aura aussi des frustrations. Donc, communication non violente, il faut communiquer et il faut faire en sorte que la femme, même si elle est blessée intérieurement, quand elle a dit oui, je reçois l'information, qu'elle ait déjà été apaisée. Et ce type de médiation, dans votre expérience... Et même, il faut faire la médiation, même avec les enfants aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, les enfants, du coup, ça fonctionne avec familiale. succès. Ça fonctionne avec succès dans votre expérience? Ah oui. Bon, je ne dis pas dans ce cas précis, parce que maintenant, la loi a été promulguée il y a 2 ans. en juillet 2000. C'est très récent. 19. Le tout, c'est qu'en médiation, on réussit 80% des cas là où, quand les gens sortent de la justice, ils n'arrivent pas à progresser. Parce qu'au tribunal, et ça, c'est je fais une parenthèse, au tribunal, le juge qui est dans son rôle, il statue sur les faits, il statue sur pièce. Donc, il tranche. Quand l'une des personnes a les preuves, c'est la personne qui aura raison, donc il va trancher. Point final. Et l'application de la décision, ça va être quelquefois difficile, parce que celui qui a perdu, en général, ne peut ne pas être celui qui a tort. Bien sûr. Alors qu'en médiation, le médiateur ne va pas dire « toi tu as raison, toi tu as tort ». Il vous laisse le temps de vous expliquer. Et par des techniques de questionnement, de reformulation, vous vous écoutez. Et chacun de vous sait où se situe le problème. Et on va lister les besoins et les intérêts de chacune des parties. Vous, quels sont vos besoins? Vous, quels sont vos besoins? Parce que quand vous écoutez les gens et quand vous reformulez, vous positivez le litige. Absolument. Et vous permettez aux gens de trouver elles-mêmes la solution. Alors, la loi était beaucoup en faveur des hommes qui commettent l'adultère. Mais est-ce que c'est pareil? Cette loi s'applique également si c'est la femme qui commet l'adultère? Égal. Dans tous les cas de figure, déjà l'adultère, lorsque l'un des conjoints commet l'adultère, l'autre conjoint a le droit de porter plainte. Non, je veux dire en termes de légitimisation de l'enfant. Oui. Si c'est la femme qui a trompé son mari et qui est tombée enceinte, l'enfant est né. Est-ce qu'elle aussi, elle doit passer par voie judiciaire pour pouvoir... Le monsieur ne va pas... Ça dépend, hein, s'il est gentil. Vous savez qu'il y a plein de cas comme ça qui se posent. Hein. Puisque vous dites que maintenant, on n'a plus besoin, la femme n'a plus besoin, voilà, la femme n'a plus besoin, enfin, l'homme n'a plus besoin de l'accord de la femme, il faut juste l'informer par acte ou par huissier de justice que l'enfant existe. En fait, je pense que Mais ce que je veux dire, c'est... Je pense que ce que Maître Mawa veut te dire, c'est qu'en fait, je pense que souvent, il y aura rupture ou séparation dès que la femme va prendre grossesse. En fait. Une femme qui a ça peut arriver que les hommes aussi, pour une fois, que les femmes... être enceinte dans le même foyer, écoutez, ça peut arriver, non? C'est rare. Et quand ça arrive, vous savez, souvent même, il y a des grossesses qui sont induites dans les coulisses comme ça. C'est ça. Le monsieur, où l'enfant il ne sait pas. Il ne sait pas, oui. Voilà. Et on dit que... Mais il a des soupçons. Bon, avant, il fallait prouver, aller plus loin dans les soupçons, prouver que au moment où elle a eu la grossesse, peut-être vous étiez ailleurs, vous ne pouvez pas être le père de l'enfant et tout. Aujourd'hui, même, on permet à l'homme de faire des tests ADN. Bien sûr.
Et s'il fait le test ADN qui prouve que l'enfant n'est pas de lui, mais il peut le désavouer. D'accord. Oui, ça c'est le désaveu pur et simple. Hein. Le mari a le droit de désavouer l'enfant qu'il pense qu'il n'est pas son enfant. À plus forte raison, si prend plusieurs fois son époux dans des relations d'adultère et autres, mais c'est pas une femme, il va se dire que c'est pas une femme qui peut garder. Donc lui, il va demander le divorce et vice-versa. Hein. La femme aussi peut demander le divorce, seulement que la preuve de l'adultère est très difficile à obtenir. C'est un autre sujet et j'aimerais beaucoup qu'on élabore dessus. On vous invitera sûrement pour cette émission-là, mais malheureusement, c'est la fin de cette conversation. Merci beaucoup, Maître Mawa. C'est moi. En tout cas, c'est des sujets très intéressants d'actualité et je pense qu'il va falloir l'approfondir. On va le faire. Nos parents ont besoin de savoir. On va le faire, Il y a un autre volet de la question qu'on n'a pas abordé, ceux qui vivent ensemble sous le même toit. Il y a une dame qui est mariée, les autres ne sont pas mariés. Les enfants issus de ces femmes-là sont des enfants adultérés, mais qui vivent sous le toit. Mais on en a parlé un petit peu la dernière fois lors du débat. Merci beaucoup. Attendez quelques instants, on va partir en pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous venez de nous prendre en cours sur les femmes d'ici. Alors je vous rappelle que votre émission préférée sur NCI, elle est diffusée tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la chaîne NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors c'est le numéro 204 du bouquet Canal et numéro 4 sur la TNT. On va à présent parler de leadership féminin, n'est-ce pas Aurélie? Et oui Anan, aujourd'hui nous allons porter notre regard sur une jeune dame qui depuis l'âge de 19 ans et encore étudiante a décidé de se lancer dans des activités communautaires dont l'objectif est d'impacter ses amis à avoir une autre vision de leur vie, celle d'une vie qui impacte positivement le développement. Aujourd'hui, son cheval de bataille, c'est la sensibilisation sur l'autonomisation de la femme. Et grâce d'ailleurs à ces nombreuses conférences organisées à travers le monde, elle sera sélectionnée par le département d'État américain comme jeune leader et bénéficiera d'une formation aux États-Unis et participera même au sommet présidentiel pour les jeunes organisé par le président américain, ex-président américain Barack Obama. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez ce portrait du miroir de Sephora Kodjo. Rien d'autre ne la passionne autant que la formation. Sephora ne cesse d'aiguiser son intellect malgré de nombreux diplômes décrochés. J'ai un master en études de développement, mais avant ça, j'ai fait un bachelor en business administration. Donc, de formation, je suis manager d'entreprise. Et je me suis intéressée plus tard aux questions de développement, ce qui coïncide aussi avec mon engagement pour les questions de genre et de participation des jeunes, des femmes. Et les questions de développement m'ont beaucoup intéressée, donc j'ai fait un master en études de développement. Et je me suis longuement formée avec des certificats. Je me suis intéressée à des questions de paix et de sécurité. Du ministère de la Promotion de la Jeunesse au bureau du porte-parole du gouvernement ivoirien, Sephora ne perd pas de vue son ambition. Celle du développement de son organisation qui milite pour la promotion et l'autonomisation de la jeune fille. Sur le plan national et international, la question de la participation des femmes est vraiment remise en question. Et là, je vois qu'il y a des engagements qui sont poussés, il y a des femmes qui en parlent, qui essaient de changer les mentalités. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça aussi. J'ai aussi envie de changer les mentalités en disant que les femmes peuvent faire, elles peuvent contribuer. Gérer une organisation n'est pas de tout repos. Mais de ce marathon, Sephora en a l'habitude. Vous savez, la chance que j'ai, je pense que je travaille pour ma passion. Je fais ce que j'aime. Et c'est un peu comme si j'avais des rêves et un matin, quelqu'un m'a dit « Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? On va t'accompagner là-dedans. » C'est un peu comme ça que je le ressens. Je me sens très, très chanceuse de pouvoir vivre voilà, de ma passion. Ce matin, des bénéficiaires de l'un des programmes de l'organisation de Sephora présentent leurs travaux après avoir été coachés pendant 6 mois. On les accompagne pour monter un plan d'affaires pour qu'elles puissent être capables de lever des fonds. Vous savez, la levée de fonds, la gestion financière, etc., c'est toute une administration.
il faut avoir des compétences, il faut comprendre l'environnement des affaires, il faut voir comment ça se passe, comment on lève les tableaux, les chiffres, il faut maîtriser des informations parce que les partenaires vont vous poser des questions qui sont des questions techniques. Et aujourd'hui, on les apprête pour que, enfin, à titre gracieux, parce qu'elles sont dans le programme. Ce sont des programmes qui généralement sont très coûteux pour que quelqu'un travaille sur ton business plan, pour que quelqu'un t'assiste pendant 6 mois. Lorsqu'il est question du futur de son organisation, ce cerveau se laisse guider par sa passion. L'avenir des CFI, c'est une très belle question. J'y réfléchis toujours. Mais vous savez, pour moi, le où n'est pas le plus important. C'est-à-dire, où je serai n'est pas le plus important, mais c'est qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire. Je crois qu'aujourd'hui, ma vision personnelle est de former le maximum de femmes possible, de leur ouvrir des portes, de leur donner des opportunités. Bonjour, Sephora Okojo, comment ça va? Très bien, merci, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mon plaisir. Alors, entendu dans ce portrait de vous êtes bardé de diplômes, c'est bachelor, plus d'un master, des certifications. Vous me faites penser un petit peu à moi, c'est-à-dire que vous repartez toujours un peu sur le banc de l'école. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de continuer à vous former quand vous voulez vous lancer dans quelque chose d'un petit peu différent? Vous savez, j'ai un appétit intellectuel. Je suis vraiment très passionnée par l'instruction, par le savoir. Et mon travail aussi m'impose de toujours me cultiver, de savoir comment les choses fonctionnent. Je travaille avec des femmes entrepreneurs, je travaille sur le leadership des femmes, je travaille sur l'éducation des filles. Je me suis intéressée aux questions de paix et sécurité. Mais je n'aime pas parler des questions que je ne maîtrise pas. Et il faut repartir sur les bancs, il faut s'approcher des experts. La formation, parfois, elle peut être coûteuse, mais il y a d'autres façon de se former en ligne pour ceux qui diront peut-être parce qu'elle a l'opportunité de se former, peut-être parce que les moyens ou peut-être parce que la famille les a encouragés. Mais déjà toute jeune avec le téléphone, sur Google, YouTube, j'ai appris l'anglais un peu aussi comme ça, ci et là. Je cherchais à développer mes compétences qui me permettraient dans ma vision et dans mes ambitions de pouvoir être efficace dans mon travail. Alors vous accompagnez beaucoup de femmes. J'ai vu que vous le faites gratuitement. Est-ce que c'est vrai? Dans tous les cas, vous vous formez gratuitement. Tous nos programmes sont gratuits. Et comment se fait la sélection de ces femmes? Comment vous réussissez quels sont les critères, justement, qui permettent à ces femmes d'intégrer votre organisation? Pour bénéficier de notre programme, qui est un programme de leadership et de mentorat des jeunes femmes entrepreneurs, on est accompagné par la coopération allemande à travers la GIZ et Invest for Jobs en Côte d'Ivoire. Et donc, on a établi avec eux un profil de femmes qu'on recherche. Donc, il faut avoir entre 18 et 35 ans, il faut avoir au moins le niveau terminal parce que c'est une formation intensive. Donc, pendant 6 semaines, vous allez faire des cours, vous allez développer votre leadership, vous allez faire des cours en force de vente, en marketing. Donc, il faut avoir des prédispositions pour pouvoir absorber le flux d'informations. Il faut être résidente en Côte d'Ivoire parce qu'en fonction des priorités aussi des partenaires, donc il faut être résidente en Côte d'Ivoire. Et le niveau social n'importe peu, la zone géographique aussi en Côte d'Ivoire importe peu. Donc on encourage aussi les femmes à avoir plus de 2 ans d'existence dans leur activité. Pas juste des idées, mais des femmes qui font quelque chose de concret, qui ont besoin juste un peu de visibilité, juste un peu de coaching pour être poussées et créer d'autres opportunités. Alors, on parle beaucoup de leadership et de femmes depuis plusieurs années. Ça fait partie un peu des slogans qu'on entend souvent quand on parle d'autonomisation et d'égalité homme-femme. Pour vous, c'est quoi exactement une leader féminine, quel que soit le domaine de profession, quel que soit le domaine d'exercice? C'est quoi exactement comme qualité? Alors la question revient souvent et parfois on nous demande pourquoi vous mettez féminin derrière leader. Est-ce qu'il y a un leader masculin? Pourquoi vous dites leader féminin? Pourquoi vous dites leadership féminin? Vous savez, à mon sens, le leadership, c'est d'abord l'état d'esprit. Et je le dis toujours, j'insiste, c'est la façon dont nous nous percevons en tant que femmes. Et nous percevons aussi notre rôle dans la communauté. En se disant, on n'est pas faible parce qu'on est femme. On ne doit pas tout attendre d'un système parce qu'on est femme. Vous voyez, donc c'est vraiment de réaliser la dimension que cela représente d'abord d'être une femme. Et aussi sa contribution au sein de sa communauté. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire
pour faire bouger les lignes pour moi et ma communauté. On sait que quand une femme est épanouie, quand une femme est autonome, c'est toute une communauté qui en bénéficie. Alors, comment est-ce que je peux apporter des éléments aussi positifs à ma communauté? C'est un peu cela le sens du leadership pour nous et c'est ce qu'on enseigne aux femmes. Les aider à faire ressortir d'elles-mêmes l'estime de soi. Il y a beaucoup de femmes qui ont des complexes, il y en a qui sont brisées à cause de certaines de leurs histoires, l'expérience de vie ou parfois les conditions sociales ne sont pas favorables. Donc elles développent des complexes et elles se disent ça c'est pour les autres, c'est peut-être pas pour moi. Mais on essaie de leur dire qu'à votre niveau vous avez du potentiel et vous pouvez faire aussi des choses positives d'abord pour vous et aussi pour votre communauté. C'est un peu cela le leadership féminin. Ce problème du syndrome de l'imposteur, il existe, c'est vrai, beaucoup chez les femmes. Vous arrivez à résoudre et résorber un peu le problème en quoi, quelques semaines, quelques mois de formation? Vous savez, c'est impressionnant parce que, à vrai dire, je dis que les femmes, elles font tout elles-mêmes. Nous, on a juste besoin de les aider à trouver leur voie, mais tout est déjà là. À la fin du programme, quand on les voit pitcher leur projet, parce que quand elles rentrent au départ, elles présentent leur projet pour la première fois. Et mes partenaires me disaient, c'est incroyable. Parce que à l'heure, ce qu'on appelle la cérémonie de rentrée, la welcome ceremony, donc on trouve des femmes un peu fébriles, un peu timides et tout. Et puis à la fin, tu as des femmes qui arrivent à te convaincre avec leur projet. Limite, tu as envie d'investir là tout de suite. Mais ils me disent, mais on voit déjà qu'elles s'assument dans leur façon de parler, dans leur conscience d'elles-mêmes. Il y a une assurance qui est flagrante. Qui se développe. Voilà, donc au fur et à mesure, on a un programme qui est spécifique et qui est préparé justement pour les aider à développer leur leadership. Mais à la fin de la journée, elles font tout le travail elles-mêmes. Nous, on leur montre juste la voie et puis ce qu'après, elles arrivent à faire parce qu'on continue de les suivre, même sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y en a qui développent leur activité, qui communiquent plus sur ce qu'elles font, donc ils vendent mieux. Vous voyez, ça agrandit leur force de vente, ça agrandit leur bénéfice et leur chiffre économique. Vous voyez, donc toutes les femmes sont la clé de leur réussite. Elles sont, à mon sens, elles ont la clé et elles sont la clé. On arrive juste à bricoler quelque chose et du tout. Coup, vous avez dû évoluer quand même, vous imposer dans un monde essentiellement machiste. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour justement mettre en place ce type de programme? À vrai dire, les difficultés, à mon sens, sont quotidiennes. Même aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont un peu réfractaires à cette notion d'autonomisation de la femme, de droit des femmes, d'égalité, de parité entre les genres. Notre message, il est assez précis. On dit, nous, on travaille avec les femmes, on essaie de leur montrer leur potentiel. Mais aussi, dans les écoles, on travaille avec les petits garçons. Quand on fait des conférences, on fait des conférences avec des filles, mais on dit, laissez les garçons s'ils veulent venir, parce qu'ils ont besoin d'entendre ça. C'est quand ils sont petits qu'ils ont besoin ce genre de choses. De s'éduquer sur ces questions. Et donc, oui, on est parfois challengé parce que les mentalités ne sont pas toujours préparées, ouvertes, mais on croit que c'est avec le temps. Parce que le travail, il est bon, il est nécessaire, il est utile. Et au fur et à mesure que... aujourd'hui, si une femme gagne mieux, elle vend mieux, elle gagne mieux, elle s'affirme, etc., je pense que c'est au bénéfice de la communauté et aussi parfois des hommes qui sont autour d'elle. Donc, au fur et à mesure, les femmes que nous formons, quand elles évoluent, je pense qu'ils arrivent à comprendre que finalement, c'est nécessaire. Alors, Sephora, on a toujours dans le Miroir 2 un petit jeu de questions qu'on pose à notre invité. C'est très, très rapide. L'idée, c'est de répondre le plus vite possible. C'est dans le tac au tac, tout de suite. Vous êtes prête? C'est parti. Abidjan ou Asseni? Asseni. Les États-Unis ou la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire. Votre style de musique préféré? R&B. Votre plat préféré? Foutou sauce junglée. C'est pas mal ça. Ado ou Obama? Là, j'ai une colle. Ah oui. Je suis très. Difficile, hein? Oui, je choisirai mon pays parce que je suis très patriote. Très bien. Féministe engagée ou féministe enragée? Engagée, féministe engagée. La campagne ou la mer? Pardon? La campagne ou la mer? La mer. La mer. Célibataire ou en couple? Je vois que la question est très mal posée. J'avais pas vu ça avant de faire ma question, autant pour moi. Mariée, donc elle-même, ni célibataire ni en couple, mariée. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Je pense l'hypocrisie. Oui. Et quel est votre souhait le plus cher? Dernière question. Faire bénéficier un maximum de femmes, avoir un maximum de bénéficiaires femmes au sein de nos programmes. Très bien.
C'est tout. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci, merci. Sephora, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous souhaite le meilleur. Très bonne continuation à ces fils. Hein. On espère que ça va grandir. Et honnêtement, le projet d'aider un maximum de femmes à s'émanciper, à s'autonomiser et à faire grandir leur activité, ça nous plaît. Hein. Ça nous Bien plaît. sûr. Merci. Ça m'intéresse même personnellement. Si, bien sûr, je remplis les critères. D'accord, ok, on va en parler après l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Surtout, ne bougez pas depuis chez vous. On se retrouve juste après une courte page de pub pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. Je vais y arriver. Cette émission qui touche à sa fin, mais comme d'habitude, je vous invite à réagir, à commenter un petit peu tout ce dont nous parlons tout au long de cette émission sur nos pages Facebook et Instagram. Donc NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. À toi Aurélie. Et oui, Anan, comme chaque semaine, on a l'habitude de nous mettre dans l'ambiance entre nous, mais aussi de vous mettre dans l'ambiance avec des musiques qu'on aime, qu'elles soient actuelles ou anciennes. C'est dans le son qui met bien. Tout de suite. Alors écoute, Anan, autant jadis, quand je fus plus jeune, j'aimais beaucoup chanter. C'est vrai, j'ai peut-être loupé ma vocation à l'époque. Un peu comme moi. Et j'aimais beaucoup chanter et j'avais comme artiste préférée donc des voix comme Whitney Houston, Mariah Carey, mais surtout Alicia Keys qui m'a subjuguée avec sa toute première chanson et depuis ce jour-là, elle est restée. Comme ça ou pas? Alors en réalité non, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais super accro à ces nattes qu'on mettait un petit peu comme ça et tout. Et donc ma musique qui m'est bien aujourd'hui, c'est Alicia Keys, Falling. On va faire un karaoké sur cette émission-là. Il faut qu'on fasse un karaoké, je te jure. On va entendre de ces choses. De ces voix. De ces choses. Je ne l'ai pas imaginé. Bon, alors, moi, je reste dans le R&B. D'ailleurs, je sais pas si c'est un son qui m'est bien, parce que c'est assez tristouné, mais écoute, c'est comme on est un peu dans la mélancolie aujourd'hui avec Falling. Moi, j'aime bien les chansons comme ça. C'est Jasmine Sullivan, je sais pas si tu connais, une grande chanteuse de R&B, qui a fait son retour récemment avec un dernier opus. Après, je sais pas combien d'années d'absence sur la scène musicale, avec une petite prodige aussi du R&B qui s'appelle Her. H-E-R. Et leur chanson s'appelle Girl Like Me. Elle, j'adore sa voix parce qu'en fait, la maîtrise vocale de cette femme, je te ferai écouter si ça t'intéresse. C'est juste incroyable, les octaves, le bas, le haut, elle sait tout faire. C'est juste magique. C'est un petit peu, on va dire, j'écoute de tout, hein, j'avoue, sauf du hard rock. Mais c'est quelque chose que ce genre de musique, j'écoute toujours un petit peu, tu vois, dans les embouteillages, en rentrant après une journée super Surtout après difficile. une longue journée, je suis d'accord. Tu vois, tu as envie de te détendre, etc. Et franchement, très bien, très bon choix, très cher. Merci beaucoup, je suis contente que tu valides. Alors, on n'a pas Kadi avec nous, malheureusement, mais on aimerait quand même passer son son qu'il aimait bien. C'est ça. Pour lui rendre hommage, et on va écouter justement, le découvrir ensemble, le son de Kadi. Allez. Mais c'est un peu tristouné, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qu'on a là, franchement? On était tout un peu dans le même Non, mais mood. de temps en temps, ça change des cliquata là, franchement, sérieusement. Franchement. Non, mais attends. Bon, voilà, on espère que nos chansons du jour vous ont plu et que cette émission dans son intégralité aussi. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Ciao.